Bellegarde, accompagné de 40 gentilshommes, arrive à Florence le 20 septembre. Il vient chercher Marie de Médicis. 15 jours plus tard, le 5 octobre, le mariage par procuration est célébré dans la superbe cathédrale de Florence. La mariée est suivie par 80 carrosses dans lesquels ont pris place 300 jeunes filles vêtues de blanc. Le grand-duc remplace Henri IV. C'est lui qui échange des anneaux et aussitôt, selon un témoin, une joie rieuse fait retentir toute l'église. À 8 heures, au Vieux Palais, demeure de Marie, le banquet déploie ses fastes à la clarté de plusieurs centaines de bougies. Un imposant lys, incrusté de diamants et de lapis-lazuli, occupe tout le fond de la salle. Sur la table, devant la nouvelle reine de France, on a placé une figurine représentant le roi Henri monté sur un superbe cheval de sucre. Le 13 octobre, accompagnée de la grande duchesse, sa jeune tante Christine, Marie se met en route pour Livourne où attend la galère royale étincelante de pierres précieuses et ornée de marqueterie et de soie brochée d'or. La flotte suit la côte de crainte des barbaresques. Après avoir fait escale à Portofino, Gênes et Antibes, Marie atteint enfin Toulon. Pour éviter le scandale, maintenant que la reine touche la terre de France, le roi a prié Henriette de s'effacer avec discrétion, très provisoirement. Ce fut alors, à rapporter un témoin, que les brouilles et les querelles du roi avec la marquise recommencèrent. Elle ne le voulait quitter et faisait voir à tout le monde les promesses qu'il lui avait baillées. Elle s'en prévalait, estimant qu'elle suffisait pour faire déclarer nul le mariage conclu à Florence et pour obliger le roi à l'épouser. Henri laisse passer la tempête, caresse sa maîtresse qui, à demi apaisée, reprend le chemin de Paris. Puis le roi, avec un extrême déplaisir, fait savoir à Marie qu'il est bien contrarié de ne pouvoir la recevoir comme prévu à Marseille, le siège de Montmélian l'en empêchant. La guerre contre la Savoie n'est pas encore achevée, bien qu'en très bonne voie de l'être. Le 3 novembre, la galère royale jette l'ancre en rade de Marseille, tandis que tonne la mousqueterie, à laquelle répondent les canons des galères. Toujours suivie de ses 90 dames en blanc, Marie débarque au bras de Bellegarde, dont la présence rappelle à certains la malheureuse Gabrielle. Un témoin, la duchesse de Bouillon, évoquera même l'ancienne favorite en décrivant la nouvelle reine. Il n'y a rien qui approche de la défunte Gabrielle d'Estrées. La reine est une beauté brune claire, la bouche un peu grosse, l'œil noir, le front haut, avec une grande douceur au visage et un fort embonpoint, ce qui était alors une qualité très prisée. Le connétable de Montmorency, le chancelier de Bellièvre et le duc de Guise s'inclinent devant leur souveraine qui est accompagnée de 1500 Toscans. Un grave problème se pose. À qui doit-on remettre la dot de 350 000 écus d'or puisque le roi est absent? Le secrétaire d'État aux affaires étrangères de Toscane, le vieux Belisario Vinta, en dépit de sa santé, il avait terriblement souffert du mal de mer, décide de suivre la reine jusqu'à Lyon où l'on réglera le tout. Ses amis florentins le plaignent de tout leur cœur. Avec ces grands froids, cette neige et ces orages extraordinaires qu'il y a eu, c'est vraiment ennui pour votre excellence d'être contrainte à cause de cette fameuse dot et de son récépissé à faire de si grands voyages dans un pays comme la France au cœur de l'hiver, d'un hiver exceptionnel et à votre âge. L'interminable remontée de la vallée du Rhône est en effet bien pénible. Chacun était abattu et accablé de la tourmente, rapporte un témoin, l'un pantelant de ça, l'autre pâmant de là, la reine seule se riait d'eux et encourageait tantôt l'un, tantôt l'autre. Rien n'a été préparé. La suite royale s'entasse dans des logis de rencontre et avec force geste, les Italiens protestent contre ces mauvais traitements. À Avignon, l'accueil le 19 novembre fait réapparaître les sourires. Les Avignonnais admirent la reine. Cette beauté sans fard, sans vermillon et sans griserie, la face toujours riante. Tous sont dans la joie, d'autant que Montmélian vient d'être pris par le roi, et l'on chante un Te Deum à la cathédrale. Le 16 novembre, Henri a en effet pu imposer sa paix aux ducs sans Savoie. Bugey, Bresse, Valmorey et Gex devenaient français. Le 3 décembre 1600, près de 3 semaines après le départ de Marseille, le long cortège s'arrête au faubourg de la Guillotière, devant Lyon. Que se passe-t-il? Les portes de la ville ne s'ouvrent pas. Une querelle d'étiquette divise les édiles. Lors de l'entrée des rois Henri II et Henri IV, les magistrats avaient été autorisés à demeurer debout.
Or, aujourd'hui, certains, plus galants, estiment que c'est à genoux qu'ils devraient présenter leurs compliments à Marie. Ces derniers semblent avoir eu gain de cause. 6 jours plus tard, à 11 heures du soir, le roi et Rosny, dans le froid et sous la pluie, eux aussi, attendent une heure entière que l'on veuille bien leur ouvrir la poterne du pont, fortifié de lions. Parce que Sa Majesté, rapporte Rosny, pour le plaisir de surprendre la reine, n'avait point voulu se nommer. À l'archevêché, Marie a pris sa place à une table qui a été dressée dans une salette fort pleine de gentilshommes servants. Henri pénètre dans la pièce. On le reconnaît, et ceux qui étaient plus près de la porte se fendirent pour lui donner passage, ce qui fit que Sa Majesté sortit à l'instant, sans entrer plus avant. La reine a bien aperçu cette agitation, et devine que le roi vient d'arriver. Fort émue, elle refuse la plupart des plats qui lui sont présentés et s'empresse de se réfugier dans sa chambre. Le roi, qui n'attend autre chose, arrive à la porte d'Issel, faisant marcher devant lui Monsieur le Grand, qui frappe si fort que la reine juge que ce devait être le roi. En effet, Henri entre au même instant dans la pièce avec Bassompierre. Marie se jette à genoux. Le roi la relève, l'embrasse à la française, c'est-à-dire sur la bouche. Puis ce ne sont qu'honneurs, caresses et baisers, respect et devoirs mutuels. Henri prend la nouvelle reine par la main et la conduit vers la cheminée, où il parle avec elle une bonne demi-heure, nous dit notre témoin. En quelle langue? Certes, le roi connaissait quelques mots d'italien, mais était-ce suffisant? Quant au latin, Marie le parlait-elle? Puis le roi s'en va souper, ce qu'il fit assez légèrement. Henri a en effet l'intention d'être ce soir même le mari de sa femme, bien qu'on l'ait entendu, paraît-il, murmurer « On m'a joué, elle n'est point belle ». Cependant, Henri demande à la duchesse de Nemours d'avertir la reine que, puisqu'il était venu sans lit, il s'attendait qu'elle lui ferait part du sien. Selon la lettre d'un certain Agouki, un monsignor qui faisait fonction de majordome, quand la reine voit la résolution du roi, elle est prise d'une telle peur qu'elle devient froide comme une glace. Il est vrai qu'il ne fait guère chaud. On doit réchauffer Marie avec des linges brûlants. Le roi, qui s'est fait déshabiller, pénètre alors dans la chambre. La reine est déjà au lit, poursuit notre monsignor, et lors les princesses et autres dames donnent lieu, par leur retraite, à l'accomplissement du mariage. Le lendemain matin, le roi se vante d'avoir engagé le combat à 3 reprises. Si l'on se souvient des confidences faites autrefois par Gabriel, il faut croire que l'attrait de la nouveauté et le plaisir du changement ont agi efficacement. Quoi qu'il en soit, on interroge le roi. Une telle vaillance a-t-elle eu un heureux succès? Très bon, allez demander à la reine si elle est satisfaite de moi. La reine rougit et approuve en riant. À l'ambassadeur Aguchi, Henri, avec plus de précision, l'avoue honnêtement. Si la première impression n'a pas été bonne, la seconde est bien meilleure. Ma femme et moi avons été tous deux bien attrapés. Moi de l'avoir trouvée plus belle et gracieuse que je l'étais persuadée, et elle, me semble-t-il, de m'avoir trouvée plus jeune qu'elle ne le pensait et qu'elle pouvait le croire d'après ma barbe blanche. Belle et gracieuse, ce ne sont sans doute pas les termes qui conviennent à l'opulente Marie de Médicis. Marie manque de grâce et peut friser la vulgarité. Lorsqu'elle se met en colère, et cela est fréquent, ses traits se convulsent et elle devient franchement laide. Pour tout achever, elle n'est guère intelligente, on l'a dit même sotte. Mais à Lyon, Henri ne s'en aperçoit pas. Marie ne comprend toujours pas le français. Elle jacasse sans cesse avec sa favorite Léonora Galigai-Dori, sa sœur de lait, fille d'une blanchisseuse et d'un menuisier fossoyeur. Sa maîtresse devenant reine de France, Léonora, moyennant un peu d'or, s'est fait reconnaître, avant de quitter Florence, par un seigneur aussi cacochime que désargenté, un certain Galigai. Pour célébrer le mariage, on attend la venue du légat du pape, le cardinal Aldobrandini. Une semaine après la nuit de noces, le prélat arrive, et le 16 décembre 1600, le légat, entouré de monsignori friands de cérémonial, prend place dans le chœur de l'église. Il est midi. Les mariés se font attendre, et le cardinal grelotte de froid pendant 2 longues heures. Enfin, le roi, un Henri inattendu, tout froufroutant de satin blanc soutaché d'or, coiffé d'une plume de héron qui se balance gaiement sur une toque endiamantée, pénètre au son des trompettes dans la cathédrale. Marie fait à son tour son entrée, vêtue d'un lourd manteau de velours violet semé de lys d'or et de diamants. Le roi ne porte pas la couronne, car le souverain ne peut la ceindre que le jour de son sacre et sur son lit de mort.
En revanche, Marie plie sous le poids de son diadème serti d'une pluie de brillants, de rubis et de perles qui scintillent de tout leur feu. Au centre brille d'un éclat incomparable un fameux diamant, le Sancy, que son propriétaire, le diplomate et évêque Harlay de Sancy, a prêté à Henri avec le secret espoir de le lui vendre. La longueur de la messe nuptiale, ajoutée au retard pris avant la cérémonie, oblige les convives à se mettre à table avec un tel décalage sur l'horaire prévu que les premiers plats du souper sont servis avec les derniers plats du dîner. Le matin du 1er janvier 1601, Rosny entre dans la chambre des époux. Selon l'usage, en qualité de grand maître des finances, il apporte des bourses de jetons d'or destinées au roi et à la reine et des jetons d'argent que l'on remet au service d'honneur et aux serviteurs. On attend pour quitter Lyon la signature de la paix avec le duc de Savoie. C'est chose faite le 17 janvier. Henri, de nouveau, n'a plus qu'une idée en tête. Abandonner la plantureuse Junon, au regard de commère souvent maussade, et retrouver sa pétulante maîtresse, l'enjôleuse et caressante Henriette. Il prétexte vis-à-vis de Marie la lourde charge des affaires de l'État, qui réclame sa présence à Paris le plus promptement possible. Il est hors de question pour la reine de voyager tambour battant, d'autant plus que le roi semble avoir été vite en besogne. Marie attendrait déjà un enfant. Fièrement, Henri le proclame à tout venant. Cet état exige bien sûr que la reine gagne le Louvre sans fatigue, par petites étapes, sous la conduite du connétable de Montmorency et de monsieur de Villeroy. Henri trace lui-même l'itinéraire de la longue cavalcade royale. La venue au monde d'un dauphin est un événement trop important, trop attendu pour ne pas prendre le maximum de précautions. Quant au roi, c'est en un temps record qu'il galope en poste de Lyon à Roanne, suivi seulement d'une douzaine de compagnons. Il s'embarque sur la Loire jusqu'à Briare, puis prend la route et passant par Montargis et Nemours, atteint Fontainebleau le 23 janvier. Arrivé au château, il parcourt les futurs appartements de Marie, qui sont encore loin d'être prêts. Le lendemain, Henri l'annonce en ces termes à la reine. « Cette maison pleure de quoi vous le verrez en hiver, mais il n'y a remède. Mes ouvriers n'ont fait la diligence que je pensais. Nonobstant toutes ces choses, il y fait plus beau qu'à Lyon. De ce pas, je vais à Paris. » En effet, ce même 24 janvier au soir, toujours galopant, le roi atteint Paris pour se précipiter dès le lendemain au château de Verneuil, où durant 8 ou 10 jours, il demeure en plaisir d'amour. Les nuits sont si bien employées qu'Henriette, suivant l'exemple donné par la reine, se trouvera enceinte. Par association d'idées, Henri pense à sa femme qui, avec sa suite, avance comme une tortue. Bien sûr, le roi ne fait rien pour rater sa marche. Il se contente d'écrire à Marie le 27 janvier « Mandez-moi le jour où vous serez à Nemours afin que je m'y trouve. » La neige continue et il y en a plus d'un pied dans les bois, ce qui m'empêche de courir aujourd'hui un cerf, mais ce sera pour demain si la neige fond. Lundi, je vais voir mes enfants. J'ai encore un peu mal aux yeux. Pour mon rhume, il diminue fort et je ne m'en ressentirai plus pourvu que je vous vois. Ce que vous m'avez écrit en français est fort bien. Si vous augmentez tous les jours d'une ligne, dans 8 jours, toute la lettre sera française. Ne doutez point que je vous aime bien, car vous faites tout ce que je veux. C'est le vrai moyen de me gouverner. Aussi, ne veux-je jamais être gouverné que de vous, que je baise 100 000 fois. Il craint que l'arrivée de Marie ne vienne interrompre un peu trop tôt ses ardeurs amoureuses. Pour Dieu, lui recommande-t-il encore le 30 janvier, ordonnez vos journées pour n'arriver que lundi, car j'irai dimanche au soir vous trouver à Nemours.